merci, merci à tous de votre présence. On va pouvoir lancer notre conférence qui a pour but évidemment de répondre aux questions que vous posez sur cette vaccination dans le cadre de la pandémie. Alors, je voudrais juste commencer par remercier le docteur Leïla Belkir, donc, qui est infectiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc, pour la préparation de cette conférence et pour sa présence ce soir. Un tout grand merci. Merci aussi au docteur Christine Constant et Julien Delannoy qui ont vraiment réagi et participé à la réflexion sur l'organisation de cette soirée, et l'ensemble des médecins généralistes de l'entité qui ont aussi relayé l'information sur la soirée. Alors, pourquoi une soirée telle que celle-ci dans le cadre du plan de cohésion sociale? C'est parce que ce plan de cohésion sociale, dans l'un de ses axes, vise l'accès aux soins de santé pour tous. Et donc, la volonté était aussi de permettre de proposer en tout cas une information qui soit la plus correcte possible en matière de vaccination, et pour permettre justement à chacun d'avoir une information qui soit scientifique et des réponses claires aux questions qu'on se pose. Alors, nous allons commencer par une question assez simple finalement, qui est: pourquoi se faire vacciner? C'est le docteur Julien Delannoy qui va répondre à cette question et qui va vous donner les réponses finalement à la première question que chacun d'entre nous pouvons nous poser. Je vais juste ouvrir le document qu'il m'a envoyé. Voilà. Oui, c'est bon. Magnifique. On va pouvoir commencer. Merci. Alors, de nouveau, bonjour à tous. Heureux qu'on soit quand même un petit nombre à suivre la conférence. Bon, je vais essayer de répondre au mieux à la première question, qui est: pourquoi se faire vacciner? Alors, avant d'y répondre, je vais quand même juste replacer un très bref rappel historique, on va appeler ça comme ça, sur la vaccination. Donc, savoir que la vaccination existe depuis maintenant plus de 2 siècles, et a commencé avec le vaccin contre la variole. Et la vaccination au sens large a déjà permis finalement d'éradiquer, ou tout au moins de diminuer la propagation de pas mal de maladies. Voilà l'exemple de la variole, par exemple, qui est une des maladies, voire pour le moment la seule, qui a été complètement éradiquée grâce au vaccin. Mais il y a également d'autres maladies telles que le tétanos, pour lesquelles on a toujours nos rappels tous les 10 ans, la poliomyélite qui, il y a encore quelques dizaines d'années, pouvait encore provoquer des symptômes assez invalidants, avec des grosses séquelles, des paralysies, des personnes qui se retrouvaient en chaise roulante, parfois même des décès. Poliomyélite qui est actuellement le seul vaccin obligatoire en Belgique, mais qui, grâce à cette vaccination, peut-être obligatoire, mais en tout cas rigoureuse, est pour le moment hors de notre pays, et a permis d'éviter pas mal si pas de décès, en tout cas d'invalidité sur le long terme. Alors, on va quand même évoquer la rougeole qui est pas mal d'actualité. D'actualité pourquoi? Parce que pendant pas mal de temps, on était plus ou moins à l'abri de la rougeole. Malheureusement, depuis quelques années, il y a quand même pas mal de recrudescence de cas dans notre pays, en Europe au sens large. Recrudescence de cas qui est malheureusement liée à la diminution de la vaccination. Pas mal de parents ont refusé ou n'ont pas fait vacciner leurs enfants, en tout cas contre la rougeole. Pensant peut-être que finalement c'était une maladie assez bénigne qui ne donnait que des boutons, alors que la rougeole a quand même des conséquences qui risquent quand même d'être beaucoup plus graves, telles que des risques de pneumonie, d'encéphalite, parfois de décès. Et donc, la rougeole est quand même un exemple assez frappant qu'il faut jamais baisser la garde, et que la vaccination, en dehors de toute la population anti-vaccin, a quand même déjà permis de nous éviter pas mal de problèmes. Alors, quel est le but d'un vaccin au sens large? On parle du vaccin contre la Covid-19, mais aussi de n'importe quel autre vaccin. Finalement, le but d'un vaccin, c'est de préparer le système immunitaire en produisant des anticorps. Et grâce à ces anticorps, finalement, notre corps va garder en mémoire le microbe, que ce soit un virus ou une bactérie. Donc, dans le cas de la Covid-19, c'est un virus. Et de le reconnaître en cas d'exposition. Donc si on y est confronté, donc si on est en contact avec une personne qui est porteuse et qui risque de nous contaminer, notre corps va finalement pouvoir se défendre, il va pouvoir neutraliser le microbe et nous permettre d'éviter d'attraper la maladie. Alors, dans le cadre de la Covid-19, pourquoi se faire vacciner? Donc, comme vous l'avez déjà probablement largement entendu dans les médias, la Covid-19 est une maladie très contagieuse, donc c'est-à-dire elle se répand très facilement. D'où toute la politique de distanciation sociale, règles d'hygiène, port du masque.
Et le souci de cette pathologie, c'est que finalement les symptômes sont assez variables. On peut avoir des personnes qui le portent sans avoir de symptômes, c'est ce qu'on appelle les porteurs asymptomatiques. Alors le problème des porteurs asymptomatiques, c'est qu'ils n'ont pas de symptômes mais qui peuvent transmettre la maladie. D'où toute la politique de testing vis-à-vis des porteurs, vis-à-vis un petit peu du tracing, donc de vérifier un petit peu avec qui on était en contact, parce que beaucoup de personnes étaient porteuses sans s'en rendre compte. Mais la Covid-19 peut aussi donner des symptômes. Bon, dans la majorité des cas, les symptômes sont bénins, donc c'est-à-dire que c'est plutôt un état grippal, des courbatures, des maux de tête, un petit peu de frisson, de la température, de la toux, avec parfois une perte de goût, une perte d'odorat. Mais la maladie peut aussi être parfois plus sévère. Elle peut provoquer des pneumonies, voire des complications thrombotiques, qu'elles soient artérielles ou veineuses. Donc, c'est-à-dire qu'un patient qui déclare, ou en tout cas qui contracte la Covid-19, a plus de risques de faire des phlébites, des embolies pulmonaires, voire d'avoir des nécroses des membres. Donc voilà, il y a pas mal de complications qui sont liées. Et voilà, le stade final est dramatique et forcément le décès. En dehors de tous ces symptômes, je vais dire plutôt sur le court terme, en général, voilà, les patients ont des symptômes qui durent plusieurs jours à plusieurs semaines. On rencontre de plus en plus souvent dans nos cabinets de médecine générale, c'est tout ce qui est symptômes post-Covid finalement, c'est-à-dire des personnes qui ont réussi à vaincre la maladie, le corps s'en est débarrassé, ils ont produit des anticorps, mais ils gardent des symptômes comme ça sur le plus long terme, plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. On a beaucoup de patients qui sont fatigués plusieurs mois après avoir contracté la Covid, qui ont des troubles de la concentration, des problèmes de mémoire, qui ont difficile à se concentrer au travail, certains patients qui n'ont toujours pas retrouvé ni le goût ni l'odorat, voire parfois certaines douleurs un peu persistantes, fluctuantes, musculaires, difficilement qualifiables. Donc je pense que tous ces symptômes post-Covid sont aussi importants à prendre en charge parce que voilà, c'est finalement un questionnement des patients et malheureusement on ne sait pas toujours y répondre, mais ça a un gros impact au niveau professionnel parfois, au niveau économique, parce que c'est parfois des personnes qui ne savent pas reprendre le travail tout de suite et donc c'était important d'en parler. Alors à côté de ça, il y a tout ce que j'appelle séquelles psychologiques. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est finalement la peur, tout le climat un petit peu anxiogène que peut provoquer l'épidémie. La peur de quoi? Déjà la peur de contracter la maladie. Je pense que lors de la première vague, tout le monde était devenu un petit peu paranoïaque et même avec son masque, on voyait pas mal de gens avec des masques, des gants et un petit peu toute la panoplie, même dans les commerces. Et donc c'est clair qu'il y a clairement une angoisse déjà d'attraper le virus pour soi-même en tant que personne, mais aussi une angoisse de le transmettre. Donc je pense qu'un petit peu chacun, que ce soit lors des périodes de déconfinement ou autre, on a déjà invité quelqu'un à manger chez soi, un parent, un grand-parent, un ami proche qui est peut-être plus fragile au niveau état de santé. Et je pense que tout le monde s'est déjà posé la question le soir même ou le lendemain de se dire tiens, finalement, est-ce que j'ai pas pris un risque pour lui de l'inviter? Est-ce que j'ai pas, est-ce que je n'ai pas pris des risques de lui transmettre la maladie? Et je pense que tout ça crée quand même un climat assez anxiogène qu'on rencontre aussi de plus en plus dans nos cabinets. Beaucoup de patients qui viennent avec des problèmes d'anxiété, voire même de dépression, liés à tout ce climat, qui soit lié au virus en lui-même ou même toute la politique de confinement, manque de contacts sociaux, ne plus voir ses enfants, ses petits-enfants, c'est clair que c'est des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Alors, quelques chiffres, bon là vous les entendez tous les jours, mais on les rappelle quand même parce qu'il faut en parler. Donc au 23 février de cette année, on était à plus de 700 000 cas en Belgique, avec plus de 20 000 personnes qui en étaient décédées, donc ce qui fait plus ou moins 3% de décès. Alors, au niveau des chiffres, bon voilà, ils sont tels qu'il est, il faut pas les prendre non plus avec trop d'anxiété, mais il faut pas les prendre à la légère. Beaucoup de proches ou de patients nous posent la question de savoir, mais c'est un petit peu ce qu'on entend aussi sur les réseaux sociaux, est-ce que ces 3% de décès sont vraiment liés au Covid? Donc, on a beaucoup de personnes qui se posent la question, tiens, est-ce que c'est pas finalement des personnes plus fragiles, plus âgées, qui avaient peut-être un cancer en phase terminale, ou est-ce que c'est pas des personnes diabétiques plus âgées? Est-ce que finalement ces 3% sont vraiment liés à la Covid? Alors, on a un graphique qui est assez intéressant, donc qui date de nouveau du 3 février, qui simplement relate le nombre de décès en Belgique, quelle que soit la cause, donc c'est-à-dire aussi bien de la Covid que de n'importe quelle autre maladie, et qui compare ces décès au fil des mois. Donc on peut voir sur l'axe en bas de l'écran les différents mois de l'année civile. On voit sur l'axe vertical sur la gauche le nombre de décès, et ça compare finalement les décès au fil des années. Alors, chaque courbe représente une année, la courbe orange représente l'année 2020, et donc on peut clairement voir que lors des deux grosses vagues de Covid-19, donc c'est-à-dire lors du printemps et lors de l'automne, donc c'est-à-dire entre mars et mai et entre octobre et décembre, mais il y a clairement eu plus de décès en Belgique, toutes causes confondues, par rapport aux autres années.
On aurait pu aussi se demander, tiens, ok, il y a une surmortalité lors de ces mois-là, mais qu'en est-il le reste de l'année? On voit finalement que le reste de l'année, le nombre de décès était assez stable. Donc, ça permet de répondre quand même à la question que certains se posent par rapport à ces décès. Donc, ça permet quand même de se dire, ok, il y a une surmortalité par rapport aux années précédentes. Alors, vous verrez qu'il y a un petit pic entre le mois d'août et le mois de septembre, mais qui est uniquement lié à la canicule et qui n'est a priori pas lié à la Covid. Donc voilà, ça permet quand même de se dire qu'il y a eu plus de décès en 2020 par rapport aux autres années. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Alors après, plutôt ce rappel, je veux dire, épidémiologique, ce rappel un peu historique, on va quand même essayer de répondre à la question du pourquoi se faire vacciner. Mais je pense qu'il y a plusieurs points. Déjà, pourquoi se faire vacciner? Mais je pense que c'est un intérêt personnel. Alors là, voilà, on parle surtout des personnes fragiles, diabétiques, obèses, hypertendues, les personnes âgées. Mais le but, c'est déjà d'éviter d'attraper la maladie et de la développer, un peu comme pour chaque vaccin. En dehors de ça, je pense que ce qui est très important d'évoquer et qui est finalement, je pense, un petit peu le point clé pour tout le reste de la population, c'est tout le devoir plutôt collectif. On va même peut-être parler, enfin moi en tout cas, je parle plutôt de devoir citoyen. Mais c'est d'essayer de se vacciner pour protéger ses proches. Donc, il faut savoir qu'en se vaccinant, voilà, comme on l'a évoqué, on produit des anticorps, donc on prépare notre système immunitaire. Et donc, en se vaccinant, on se protège soi, ça nous évite d'attraper la maladie, mais surtout, en évitant de l'attraper, on évite aussi en partie de le transmettre à nos proches. Et donc, ça, je pense que c'est important de le faire. Ça se fait aussi pour d'autres maladies, notamment pour la coqueluche, ce qu'on appelle la vaccination cocoon. Bon, c'est un autre contexte où on vaccine les jeunes parents et les personnes qui entourent le bébé de la coqueluche pour éviter de lui transmettre. Mais là, c'est un petit peu le même principe, mais plutôt avec les personnes fragiles, avec les personnes âgées. Et donc, je pense qu'en se vaccinant, finalement, on protège nos proches plus fragiles. À côté de ça, il y a l'immunité collective. En quoi ça consiste? Je crois que le docteur Belkir va un petit peu y revenir plus tard. Mais l'immunité collective, le but, c'est d'essayer d'atteindre un pourcentage de vaccination dans la population pour essayer que le virus ne se transmette plus, donc qu'il n'y ait plus suffisamment de vecteurs et pour éviter qu'il y ait des personnes qui puissent être le relais du virus pour pouvoir continuer à se transmettre, vu que c'est une maladie qui est très contagieuse. Donc, je pense que pour moi, ça, c'est vraiment le plus important du pourquoi se faire vacciner. Donc, effectivement, les personnes fragiles doivent se faire vacciner pour elles-mêmes, mais n'importe qui, pour moi, doit se faire vacciner pour justement essayer d'atteindre cette immunité collective. Et le but de cette immunité collective, c'est le point suivant, c'est le retour à la vie normale. Je pense que tout le monde a envie à l'heure actuelle de retrouver notre vie de 2019, c'est-à-dire pouvoir retrouver nos proches, pouvoir pratiquer du sport collectif, pouvoir retrouver nos amis, manger, faire, passer Noël en famille. Et donc, je pense que ça, c'est très important d'en parler. Je le répète, pour moi, c'est même un devoir citoyen, c'est la vaccination pour essayer de retrouver un petit peu cette vie normale. Alors, je termine simplement avec l'angoisse. Je pense, pareil, à partir du moment où on retrouvera une vie normale, je pense que ça nous permettra aussi un petit peu de sortir de cette angoisse et de ce contexte anxiogène, qu'il soit dû au confinement, qu'il soit dû à la maladie en elle-même. Et donc, voilà, il y a le point personnel, mais il y a surtout pour moi le point collectif. Donc, voilà, j'espère avoir pu répondre au mieux à cette question. Bon, on est ouvert à vos différentes questions en fin de conférence. Et je laisse maintenant la parole au docteur Belkir pour expliquer vraiment en quoi consiste le vaccin et ses méthodes de développement. Merci Julien. Tu peux peut-être stopper le partage. Voilà, magnifique. Voilà. Merci. Alors, hop. Je vais juste repasser en mode diaporama. Alors, juste le temps que vous mettez votre PowerPoint, on a déjà 2 questions qui sont arrivées, donc je les pose comme ça, mais je pense que les réponses se trouveront dans votre présentation. Donc, si je me fais vacciner, après combien de jours je peux voir mes petits-enfants? Première question. Et la deuxième question, c'est pourquoi ne peut-on pas choisir son vaccin, étant donné que certains semblent moins efficaces? Je ne sais pas si vous voulez que je vous laisse la parole, docteur Belkir, ou si je réponds peut-être déjà sur ce que je sais répondre. En tout cas, moi, personnellement, je dirais, pour la première question, si je me fais vacciner, après combien de temps puis-je voir mes petits-enfants? Malheureusement, en tout cas, dans un premier temps. Bon, après, voilà, chacun prend ses décisions en son âme et conscience. Dans un premier temps, la vaccination n'empêchera pas les gestes barrières, parce que malheureusement, et ça, je crois que le docteur Belkir y reviendra, le vaccin protège très bien, mais ne protège pas à 100%. Donc, c'est-à-dire que même en étant vacciné, on diminue fortement le risque de contracter la maladie, mais malheureusement, il y a toujours un risque de l'attraper, donc il y a toujours un risque de le transmettre. Donc je pense que vraiment, le fait de revoir, en tout cas le retour à la vie normale, je pense qu'il sera vraiment atteint
au moment où on aura atteint l'immunité collective. Bon, maintenant, voilà, comme je dis, chacun prend un petit peu ses décisions en son âme et conscience, en disant, voilà, les risques qu'on prend, les risques qu'on encourt. Mais en tout cas, le fait de retrouver, en tout cas, sortir de nos bulles, voilà, les gestes barrières resteront d'application et ce ne sera pas dans un futur immédiat, en tout cas. Merci. Docteur Belkir? Oui, ben voilà, non, je suis d'accord. Après, je pense que le risque sera de toute façon quand même moins important. C'est une des raisons aussi pour lesquelles dans les homes, ils vont pouvoir quand même, et heureusement, élargir les visites. Donc, on ne pourra pas passer, ça ne va pas être on-off, donc du jour au lendemain, supprimer tous les gestes barrières. Mais il est clair qu'à partir du moment où le virus circulera moins, et ça, il faut qu'il y ait suffisamment d'immunité, à la fois l'immunité naturelle et l'immunité vaccinale. Ça permettra clairement de reprendre une vie beaucoup plus normale et donc de se passer enfin de tout le reste, hein, des masques, de la distanciation physique, etc. Je vois qu'il y a d'autres questions par rapport aussi, mais ça, je vais peut-être y revenir en termes d'efficacité des vaccins, donc j'en reparlerai par la suite. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par mon confrère. Donc, par rapport à la vaccination, j'aime quand même bien encore réinsister et rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier, parce que c'est devenu quelque part naturel chez nous, mais c'est une des interventions vraiment de santé publique les plus efficaces et qui présente le meilleur rapport coût-efficacité. Si nous avons la chance d'avoir l'espérance de vie que nous avons dans les pays européens, dans les pays dits riches, c'est vraiment en grande partie grâce à la vaccination, et on estime que la vaccination, c'est tout aussi important en fait que de l'eau potable en termes de réduction de transmission de maladies infectieuses et donc d'espérance de vie. Donc, comme l'a dit aussi mon confrère, ça vient de rappeler ce que permet en fait la vaccination. S'il y a une diminution de la rougeole, si on n'a plus de variole, si le tétanos a diminué, si la polio, ben, on n'a plus dans nos pays, mais elle existe encore dans certains pays. Tout ça, c'est vraiment grâce à la vaccination. Et donc, il ne faut pas oublier que c'est la vaccination vraiment une des plus belles inventions, médications qui est créée, en tout cas pour les maladies infectieuses. Alors, il faut aussi avoir en tête, et ça c'est important quand on parlera des effets secondaires, que chaque année, il y a entre 200 et 300 millions de doses qui sont administrées. Donc, on a un recul, on a vraiment un recul et une expérience en termes de vaccination, parce qu'on entend beaucoup dans les réseaux sociaux, oui, mais les vaccins à long terme, ben, vous verrez, non, ça n'est pas le cas. Et on peut se targuer d'affirmer ça parce que justement, il y a vraiment plusieurs centaines de millions de doses qui sont administrées chaque année. Et en particulier pour les enfants, vu que 116 millions d'enfants sont vaccinés chaque année. Et petite parenthèse, malheureusement, il y a encore des enfants qui meurent de maladies tout à fait évitables telles que la rougeole parce qu'ils n'ont pas accès au vaccin. Alors maintenant, si on se plonge dans la Covid ou le Covid, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal avec la Covid, donc en général, je dis le Covid, eh bien, il faut partir de la base. Donc le Covid, c'est une maladie qui est transmise par un virus que tout le monde maintenant connaît, le SARS-CoV-2, qui fait partie de la famille des coronavirus. Et d'où provient le nom corona? Eh bien, c'est la couronne, parce qu'il est entouré, donc c'est un virus à ARN, donc ça, vous voyez, l'ARN, c'est vraiment le matériel génétique du virus, et il est entouré d'une couronne de protéines, et cette protéine, ça s'appelle la protéine S. Alors la protéine S, c'est vraiment la clé qui permet au virus de rentrer dans nos cellules, parce qu'il va aller se fixer sur ce qu'on appelle un récepteur, qui est en fait une serrure. C'est vraiment, il faut le voir comme une serrure. Et donc, tous les vaccins à l'heure actuelle, quelle que soit la technique utilisée, eh bien, ils vont essayer de produire des anticorps contre cette protéine S pour justement bloquer l'entrée du virus. Et donc, à partir du moment où on a cette protéine S en nous, dans l'organisme, ben, notre système immunitaire va apprendre à se défendre contre cette protéine S. Et donc, le jour où le système immunitaire va être confronté au virus, il va tout de suite reconnaître cette couronne et cette protéine S, et donc il va pouvoir d'emblée sécréter les anticorps. Donc les anticorps, c'est comme des armes qui vont aller neutraliser le virus. Et il y a aussi tout ce qu'on appelle l'immunité cellulaire qui va aller également détruire les cellules infectées. Alors oui, il y a eu une course effrénée au vaccin, c'est tout à fait indéniable. Et donc, une des questions les plus fréquentes et une des craintes les plus fréquentes, c'est de dire, mais bon sang, ça n'est pas possible, comment a-t-on pu aller aussi vite?
Ça, c'est une petite parenthèse pour dire que non seulement il y a une course effrénée au développement des vaccins, mais maintenant nous sommes également dans une course effrénée pour l'administration des vaccins. Avec, si on prend un comparatif, le 10 janvier, il y avait déjà 23 millions de doses qui étaient administrées et un mois plus tard, on était pour les États-Unis, pardon, pour Israël, on était déjà à plus de 60 millions. Et donc ça, j'y reviendrai si vous voulez après sur Israël parce que ça nous donne des bonnes informations sur l'efficacité dans la vie réelle des vaccins. Alors, la course effrénée provient de quoi? Déjà, c'était une situation inédite, hein, donc avoir une pandémie telle que nous l'avons eue dans l'histoire, j'ai envie de dire, moderne de la médecine, c'est quelque chose qui est quand même tout à fait inédit. Mais la particularité, c'est qu'entre le moment où on a déclaré les premiers cas de ces fameuses pneumonies dont on ne connaissait pas l'origine et le moment où on a pu identifier le virus, eh bien, il n'y a eu en fait que quelques semaines. Et le 11 janvier, déjà, la Chine transmettait la séquence complète du génome. Alors déjà, ça pourrait vous surprendre, mais il faut savoir qu'il y a d'autres épidémies liées à d'autres coronavirus, en particulier le SARS en 2003, qui a atteint aussi les pays asiatiques, et le MERS, qui continue toujours de sévir, mais de façon avec quelques cas sporadiques, qui est également au Moyen-Orient. Donc, il y a des laboratoires qui travaillaient déjà sur les coronavirus, et donc il y avait déjà toute une expertise connue sur les coronavirus. Donc, ils ont partagé la séquence complète du génome et donc très rapidement, vous voyez à peine 2 mois plus tard, eh bien CanSino, qui est un laboratoire chinois, et Moderna, qui est américain, ont rapidement commencé les premiers essais cliniques. Et donc, il y a eu vraiment cette course-là, et je vais y revenir le pourquoi, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été investis. Et donc, à peine 7 mois plus tard, on commençait ce qu'on appelle les essais de phase 3, donc les essais à grande échelle. Et comme ces essais sont survenus dans une période où il y avait beaucoup de malades, eh bien, on a très rapidement atteint le nombre de malades à la fois dans les groupes placebo et à la fois dans les groupes de vaccins pour pouvoir comparer de façon efficace et pour pouvoir dire si oui ou non les vaccins étaient efficaces. Raison pour laquelle, en décembre, eh bien, on a eu les premiers vaccins ARN qui ont été reconnus en tout cas et qui ont pu être autorisés et donc mis sur le marché. Alors, ça, c'est le schéma ici que vous voyez classique pour le développement d'un vaccin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours une phase avant d'être testé chez les humains qu'on appelle les phases précliniques, en général, ce sont sur des souris. Puis, il y a ce qu'on appelle la phase 1, hop, j'ai perdu ma souris à moi, qui dure en général un certain temps. Pourquoi? Parce qu'on fait sur quelques personnes donc, qui ne sont pas malades, que ce soit un médicament ou un vaccin, on va d'abord vraiment inoculer des petites différentes doses pour voir l'innocuité. C'est seulement lorsque cette phase-là est terminée qu'on va publier les résultats et c'est seulement lorsque les résultats sont publiés qu'on commence la phase 2. Donc, il faut imaginer ça comme un train et se dire qu'on passe d'un wagon à l'autre seulement quand on a marché et qu'on a traversé tout le wagon. Et à chaque fois, on prend le temps de publier les résultats, tout le système, le processus de publication prend du temps avant d'entamer la dernière phase. La phase 3, c'est la phase qui est obligatoire et indispensable pour pouvoir mettre sur le marché un médicament parce que c'est vraiment la phase où on va tester à beaucoup plus grande échelle la dose qui aura été fixée et où on va vraiment voir si l'efficacité se confirme et surtout s'il n'y a pas d'effet secondaire nécessitant l'interruption de la phase. Et lorsque la phase 3 est terminée, à ce moment-là seulement, on transmet en un bloc tout le dossier aux autorités régulatrices, la FDA pour les États-Unis et l'Agence européenne du médicament pour l'Europe. Et de nouveau, ces agences-là, c'est des mammouths, hein, c'est des grosses structures, elles prennent le temps de lire et de répondre, et donc elles mettent en général 1 à 2 ans avant de répondre, et c'est seulement à ce moment-là que la production commence. Ici, il y a eu des collaborations entre des laboratoires privés et des universités, donc entre des entreprises et des universités. Il y a eu énormément d'argent investi, tant au niveau européen qu'au niveau américain, parce que le but était d'aller vite. Et donc, grâce aux moyens qui ont été mis en place, eh bien, il y a eu tout un système, si vous voulez, d'autorégulation et de régulation externe, ce qui fait que dès qu'une phase fonctionnait bien, eh bien les entreprises pharmaceutiques
entamait la phase qui suivait. Donc, vous voyez qu'elle se chevauche. Et pendant que la phase 3 était en cours, eh bien, les entreprises ont malgré tout pris un risque de commencer les chaînes de production, déjà ce qui a permis de gagner du temps. Et surtout, elles ont donné elles ont fait un rolling review, donc tous les mois, en tout cas Pfizer, Moderna, Astra, enfin la plupart des grosses boîtes, entre guillemets, tous les mois, donnaient déjà tous les résultats préliminaires qu'ils avaient avec les effets secondaires aux autorités régulatrices, ce qui fait que lorsque l'étude s'est clôturée, eh bien, quelque part, les agences régulatrices avaient quasi toutes les données en leur disposition, ce qui fait qu'elles ont pu répondre très rapidement. Et donc, oui, effectivement, ça a été beaucoup plus vite, mais parce qu'il y a eu une question de moyens, parce qu'il y a eu aussi des réductions au niveau administratif, mais à aucun moment, on a lésiné, elles n'ont lésiné sur des exigences tant légales, de qualité, de sécurité et d'efficacité. Et donc ça, vraiment, vous pouvez avoir la garantie par rapport à ça. Alors, il y a des techniques dites classiques de développement de vaccins, soit on prend un virus entier et on l'inactive ou il est vivant et on l'affaiblit, soit on prend des particules de virus, mais il y a aussi ce qu'on appelle les nouvelles plateformes vaccinales. Ce sont en fait des techniques qui sont plus récentes, mais qui ont quand même quelques années, donc ça n'est pas apparu ici en un an, avec soit ce qu'on appelle le vecteur viral, c'est par exemple le vaccin AstraZeneca, donc si vous voulez on dira quelques mots, et surtout la technique dont je vais parler, la technique de l'ARN messager. Alors par rapport au SARS-CoV-2 de façon spécifique, donc je vous dis il y a vraiment eu une course à la vaccination, donc il y a eu plusieurs laboratoires, il y a eu plus de 100, enfin vraiment beaucoup plus que 100 études qui ont commencé, ou en tout cas recherches et techniques qui ont été lancées en parallèle. Mais si on devait vraiment subdiviser, il y a soit le fait de prendre une protéine, soit je vous disais de prendre un virus entier, soit de prendre de l'ARN messager, et là il y a 3 entreprises, Pfizer, Moderna et CureVac qui va bientôt arriver, soit de prendre un vecteur dit viral, et c'est AstraZeneca qui est actuellement, et le prochain probablement ce sera Johnson & Johnson. Donc, on va surtout parler des vaccins ARN parce que c'est ceux qui inquiètent le plus. Alors déjà, petit rappel un petit peu de biologie, il faut savoir que dans nos cellules, donc ça c'est une cellule humaine, on a ce qu'on appelle un noyau. Dans le noyau, il y a vraiment notre livre de recettes, je vais dire, notre mode d'emploi qu'on appelle le génome et qui correspond à de l'ADN. Donc vous avez déjà toutes et tous vu ce petit schéma ici d'ADN. Donc ce sont des structures qui sont en forme de spirale, et l'ADN en fait il est vraiment protégé. C'est lui qui va coder pour tout, qui va dire à des cellules par exemple du pancréas de fabriquer de l'insuline lorsque l'on mange du sucre, qui va coder le fait que nos yeux ont telle ou telle couleur. Enfin bref, c'est vraiment le mode d'emploi pour chaque être humain, chaque individu. Mais l'ADN est précieux, et donc lorsqu'il va vouloir ordonner à des cellules de fabriquer quelque chose, c'est pas lui, si vous voulez, qui va aller sur le terrain pour donner le mode d'emploi. Il va faire une photocopie de la recette qu'il souhaite appliquer, qu'il souhaite traduire, et cette photocopie-là, c'est ce qu'on appelle de l'ARN messager. Donc l'ARN messager, c'est une photocopie de l'ADN, et quand l'ARN messager est produit, eh bien il sort du noyau et il va aller s'accrocher à ce qu'on appelle des ribosomes, et les ribosomes, ce sont vraiment les usines qui, dans les cellules humaines, vont fabriquer des protéines. L'ARN messager a la particularité qu'il est très fragile, et donc en 24-48 heures, il est dégradé par des enzymes qui vont le détruire. Il n'a pas pour vocation à rester dans les cellules. Pourquoi? Parce que son seul but et sa seule vocation, c'est de transmettre le mode d'emploi pour fabriquer la protéine, et puis c'est fini, il disparaît. Et il faut savoir que tous les jours, nous rencontrons de l'ARN messager, que ce soit via parfois certains aliments, que ce soit via d'autres virus, les virus du rhume par exemple, ce sont aussi des virus à ARN. Donc le premier message, c'est vraiment de bien intégrer le fait que l'ARN
est différent de l'ADN et que donc il ne peut pas se mélanger avec l'ADN et il ne peut pas aller intégrer l'ADN. Et donc ici, les vaccins ARN, eh bien, ils ont fait quoi? Ils ont pris la séquence d'ARN qui va coder, on appelle qui va coder pour la protéine S, c'est contenu dans le vaccin. Le vaccin, en fait, il va en intramusculaire injecter, si vous voulez, cet ARN dans les cellules musculaires. Et donc cet ARN-là, il va faire ce que fait tout ARN messager. Il va aller se lier au ribosome qui vont ensuite fabriquer le mode d'emploi qui a été transmis et donc qui vont fabriquer la protéine S. Et à partir de ce moment-là, eh bien, lorsque la protéine S va être produite, le système immunitaire va se rendre compte que c'est quelque chose d'étranger, qui n'a rien à faire là, et donc tout le système immunitaire va se mettre en route avec les lymphocytes B pour les anticorps et les lymphocytes T. Donc vraiment, la technique vaccinale de l'ARN messager, c'est on injecte la photocopie d'un mode d'emploi qui reste à l'extérieur du noyau, je perds sans cesse ma souris, à l'extérieur du noyau et qui n'a pour but que de produire une protéine. Et lorsque c'est produit, eh bien, l'ARN est détruit. Et donc, on a déjà eu des études avec des vaccins ARN, en particulier pour le Zika, pour l'influenza, pour la rage, mais effectivement, il n'y a pas eu cette masse d'argent qui a été investie et donc ils n'ont jamais été commercialisés, mais on a des publications, on a des études par rapport à ces vaccins. Et donc, le but de la vaccination, c'est quoi? Si vous êtes vacciné, que vous êtes immunisé, vous avez en vous les anticorps et lorsque vous allez rencontrer le virus, eh bien, les anticorps seront prêts et donc vous ne développerez pas la maladie ou même si vous la développez, parce qu'effectivement, ça n'est pas efficace à 100%, vous ne risquez pas, a priori, de faire une forme grave. Ça, c'est un peu le point commun de tous les vaccins, même ceux qui ont une moindre efficacité. Alors que si vous n'êtes pas immunisé, si vous n'êtes pas vacciné, lorsque vous allez rencontrer le virus, eh bien, il va falloir 7 à 10 jours avant que vous ne produisiez vos anticorps. Et donc, vous le savez, 80% des gens développent des formes ou asymptomatiques ou modérées. Et malheureusement, 20% des personnes ont des formes plus sévères qui ont tendance à nécessiter des hospitalisations. Et parmi elles, donc, il y a, en gros, on estime 15% d'atteintes sévères et 5% d'atteintes vraiment critiques qui vont aux soins intensifs. Donc, la technique du vaccin ARN, c'est quoi? L'avantage, et les inconvénients, c'est que c'est en fait une technique qui est très facile, qui est rapide à produire, qui peut être adaptable s'il y a un variant. D'ailleurs, Moderna vient aujourd'hui d'annoncer qu'elle s'adaptait au variant sud-africain. Ça va engendrer une immunité qui est très efficace, qui va reproduire la même chose, si vous voulez, que si on rencontre le virus, si ce n'est qu'on n'a pas le virus et donc on n'a pas tous les effets liés au virus. Il n'y a pas d'adjuvant. En fait, chaque vaccin contient quoi? De l'ARN et le transport de l'ARN, c'est-à-dire des nanoparticules lipidiques. Donc, c'est vraiment des lipides. Et à nouveau, j'insiste, ça n'interagit pas avec le génome. Il y a par contre des effets secondaires, on y reviendra. Et comme je vous le disais, l'ARN est très fragile dans l'organisme, mais il est également très fragile en dehors de l'organisme. C'est la raison pour laquelle il est conservé à des très très basses températures, ce qui le rend quand même beaucoup plus compliqué en termes de transport et en termes de délivrance de vaccins. Alors les deux qui sont disponibles en Belgique, mais qui sont disponibles hors études dans le monde, c'est le Pfizer et le Moderna. Vous voyez d'emblée que ce sont des taux d'efficacité qui sont impressionnants, 95%, 94%. Ça rejoint les taux d'efficacité de vaccins contre la rougeole et contre la polio. Et donc, très brièvement, le vaccin Pfizer, donc c'est le premier qui a été autorisé à la fois aux États-Unis et à la fois en Europe. Il a recruté plus de 40 000 participants de plus de 16 ans, 95% d'efficacité et 40% de plus de 55 ans. Pour vous donner une idée, dans les études contre les vaccins, d'habitude, on tourne aux alentours de 3 000, 5 000 patients plus ou moins. Il y a que pour le vaccin Prevnar où on a eu un taux qui est beaucoup plus important. Donc, 43 000 déjà participants, c'est énorme. Donc déjà, nous, médecins, quand on a vu ces premières publications-là,
je vous avoue que vraiment, on était déjà rassurés à la fois par la qualité de l'étude, par rapport aux résultats qui étaient annoncés et par rapport également au profil de sécurité. Alors bien sûr, tous les médicaments ont possiblement des effets secondaires et les vaccins n'y échappent pas. Alors, ce qui est pas interpellant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus on est âgé, au moins les risques d'effets secondaires sont importants. On l'a pu le constater aussi à Saint-Luc dans notre campagne de vaccination. La plupart des personnes qui ont eu des effets secondaires, la plupart du temps, c'est de la douleur au site d'injection. Certains ont eu des céphalées, de la fièvre, mais c'était en tout cas plus fréquent chez les personnes plus jeunes. Et il faut savoir, il faut être prévenu qu'il y a plus de réactions après la seconde dose, mais grosso modo, avec des antidouleurs, eh bien, les effets avaient tendance à passer. Alors, pour le vaccin Moderna, eh bien, même chose, 94% d'efficacité. Cette fois-ci, c'est plus de 30 000 participants, avec un quart environ parmi les gens de plus de 65 ans. Et là, il y avait environ un cinquième des patients qui avaient des comorbidités, donc vraiment qui avaient d'autres atteintes, soit des pathologies cardiovasculaires. Il y avait quelques patients VIH également, des patients avec une hépatite C, des patients hypertendus, diabétiques, des patients obèses. Donc, il y avait vraiment un petit peu, entre guillemets, de tout, donc ce qui nous permet aussi d'avoir une idée de l'efficacité. Et donc, à nouveau, 30 000 participants, c'est énorme. Les effets secondaires, même chose, ce sont des effets secondaires légers à modérés qui se résolvent assez rapidement. Même chose, c'est plus fréquent si on est plus jeune et c'est plus fréquent également après la seconde dose. Alors en termes d'efficacité, il faut savoir que les anticorps commencent à apparaître 10 à 12 jours après la première dose et donc l'efficacité est maximale. Pardon, 30 secondes parce que je suis interrompue. Quoi? Non. Donc, l'efficacité apparaît 10 à 12 jours après la première dose, mais elle est maximale 2 à 4 semaines après la deuxième dose. Alors, la question qui revient fréquemment, c'est les variants. Il est clair que c'est une situation quand même qui nous préoccupe et sans être alarmiste, il ne faut pas, mais dans les faits, ces nouveaux variants sont quand même un peu plus problématiques que les précédents. Donc, déjà un petit rappel, tous les virus sont amenés à muter et donc le SARS-CoV-2 n'y échappe pas, il a tendance à muter. Il mute de façon générale moins que d'autres virus, par exemple que le virus de la grippe, mais ici, fin de l'année, il y a eu un ensemble de mutations qui ont conduit à ce qu'on appelle des variants. Donc, c'est vraiment une catégorie de virus ayant plusieurs mutations en commun. Et le variant britannique a été assez préoccupant déjà dès le mois de décembre parce qu'on sait, la Grande-Bretagne, pardon, j'ai dit les États-Unis, la Grande-Bretagne s'est rendu compte que la transmissibilité, la contagiosité de ce variant était plus importante. Et puis est apparu également le variant sud-africain et le variant brésilien qui, a priori, ont également tendance à avoir une contagiosité plus importante. Et ce qui nous embête, c'est principalement le variant sud-africain en termes d'efficacité vaccinale et je vais y revenir. Mais avant de parler d'efficacité vaccinale, il faut juste se rappeler donc, le fameux concept. Vous avez votre protéine S, vous avez le récepteur du virus. Et donc, les anticorps qui vont être dirigés contre la protéine S, eh bien, vont avoir tendance, enfin, le but, c'est qu'ils vont empêcher le virus, via sa protéine S, de rentrer au niveau du récepteur. Ils vont bloquer. Alors, s'il y a la protéine S qui est mutée, donc vous voyez ici, elle est un peu différente, eh bien, en effet, il se pourrait que certains anticorps ne puissent plus reconnaître et ne puissent plus s'accrocher. Mais jusqu'il y a peu, en tout cas avec le variant sud-africain, on partait du principe qu'il resterait quand même toujours des anticorps pour aller malgré tout s'accrocher et bloquer, et que donc la probabilité que réellement un vaccin ne soit plus efficace était très faible. Alors au début, on a eu des premières bonnes nouvelles. C'était concernant le variant britannique, avec entre autres les personnes qui ont été vaccinées par le Pfizer, et où là on s'est rendu compte, ok, c'est très bien, le
la capacité des anticorps à neutraliser le virus eh bien, était tout aussi bonne chez les personnes avec le variant britannique que chez les personnes avec le variant ancien, si vous voulez, le variant sauvage. Puis, il y a eu une autre publication qui a montré, ça c'était avec le vaccin Moderna, eh bien que quand on était face au variant britannique, il n'y avait pas de problème, l'efficacité était la même, mais que par contre, quand on était face au variant sud-africain, eh bien l'affinité, la capacité des anticorps à neutraliser était un petit peu moins bonne, mais elle était malgré tout suffisante. Donc, pour les vaccins ARN messagers, et le variant sud-africain, parce que c'est surtout celui-là qui est préoccupant à l'heure actuelle, on peut se dire que, en gros, l'efficacité sera conservée. On est plus embêté avec le vaccin AstraZeneca pour le variant sud-africain. Ce vaccin est étudié à l'heure actuelle dans beaucoup de pays, la Grande-Bretagne, le Brésil, mais également l'Afrique du Sud. Et donc, ils ont décidé d'arrêter le vaccin AstraZeneca en Afrique du Sud parce que c'était principalement des personnes jeunes qui étaient vaccinées et donc ils n'arrivaient pas à montrer au final que c'était vraiment efficace. Et donc, il y a eu un doute sur l'efficacité réelle par rapport au variant sud-africain. Et donc, par précaution, comme il y avait cette impression qu'il était moins efficace, ils ont stoppé l'étude. Mais donc, le vaccin AstraZeneca, a priori, serait clairement moins efficace contre le variant sud-africain. Et le vaccin Janssen, qui va bientôt arriver sur le marché, lui, garderait une sensibilité moins importante, mais encore présente, et en tout cas présente pour les formes sévères. Donc les variants, et en particulier le variant sud-africain, est un variant qui pose quand même question, et c'est une des raisons pour lesquelles les personnes qui ont déjà fait le Covid, et on recommande quand même de faire au moins une dose de vaccin pour vraiment aller encore plus booster l'immunité, parce que des cas de réinfection ont été plus fréquemment, entre autres, décrits avec le variant sud-africain. Alors, je voudrais juste dire quelques mots sur la situation dans la vraie vie. Donc, en Israël, vous savez que c'est le pays où maintenant plus de 30% de la population a déjà reçu 2 doses de vaccin et où plus de 50% de la population a reçu au moins une dose. Et donc, ils ont vraiment commencé par la tranche d'âge des plus de 60 ans. Maintenant, la tranche d'âge en dessous, ici, est en train d'augmenter entre les 16 ans et les 60 ans. Et vous voyez qu'il y a maintenant, il y avait eu un confinement, mais on assiste à une chute drastique du nombre de cas. C'est beaucoup plus marqué si on regarde par tranche d'âge. Donc, ça montre que dans la vie réelle, les vaccins fonctionnent. Donc, vous regardez ici, c'est le nombre de cas, mais si, hop, je vais bouger comme ceci. Les hospitalisations, pour rappel, ce qui engendre encore toutes les mesures de restriction à l'heure actuelle, c'est ce problème de capacité, de saturation des hôpitaux. C'est vraiment ce qui fait qu'à chaque fois des mesures strictes ont été prises. Et bien là, vous constatez que les personnes de plus de 60 ans, il y a une chute, mais vraiment drastique, en termes d'hospitalisation et que les courbes sont en train également de suivre ce chemin pour les personnes qui sont moins âgées. Et donc, si on regarde en termes de chiffres, dans les plus de 60 ans, il y a plus de 70% de cas en moins, il y a plus de 65% de cas sévères en moins et il y a plus de 60% de décès en moins. Donc, la vaccination de masse, j'ai envie de dire, eh bien, fonctionne. Alors, je ne sais pas, pour les effets secondaires, je pense que c'est mon collègue qui reprend la main. Oui, je vais essayer de remettre le PowerPoint. Alors, je vais déjà, pendant que vous regardez, donc les effets secondaires sont-ils plus importants chez les personnes qui ont été atteintes? Alors, on a effectivement constaté que les personnes qui avaient déjà fait le Covid, la plupart en tout cas avaient tendance à faire après la première injection des réactions plus fortes, avec plus de fièvre, plus de douleurs, arthralgie, etc. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles certains soignants ont décidé de suivre les recommandations françaises et donc de ne pas faire la deuxième dose lorsqu'ils ont déjà été quelque part un petit peu secoués par la première dose.
Voilà, donc je vais reprendre le relais vis-à-vis des effets secondaires qui ont déjà été en tout cas partiellement évoqués. Alors, attendez, je ne sais pas pourquoi là. Voilà. Alors, on a parlé des études, enfin, ma consoeur l'a évoqué. Donc, finalement, la question est quel est le recul actuel sur les vaccins? C'est aussi une question qui est fortement évoquée. Quel risque prend-on? Est-ce que ça a été suffisamment étudié? Donc déjà, pour évoquer les études pharmaceutiques, et ça, voilà, le docteur Bekir l'a bien signalé, savoir que la population étudiée était vraiment très conséquente. Donc c'était plusieurs dizaines de milliers de patients qui ont été étudiés sur plusieurs mois, quel que soit le vaccin étudié. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui, nous, en tant que scientifiques, nous rassure. Alors là, je parle, quel que soit le vaccin, dans tous les cas, 95% des effets secondaires liés au vaccin surviennent dans les 6 semaines qui suivent la vaccination. Il y a toujours une probabilité d'avoir des effets secondaires sur le long terme, mais qui en général sont extrêmement minimes. En tout cas, dans les vaccins au sens large, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Donc voilà, il y a peu de probabilité finalement d'avoir des effets secondaires très éloignés vis-à-vis de la vaccination. Alors, il y a un contexte je vais dire quelque chose qui est important dans cette surveillance des effets secondaires, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Donc, n'importe quel médicament, n'importe quel vaccin, à partir du moment où il est commercialisé, il faut savoir que les effets secondaires sont toujours surveillés et déclarés en temps réel. Donc, c'est-à-dire que, voilà, on va parler du vaccin contre la Covid. À partir du moment où les firmes pharmaceutiques ont eu l'autorisation de les commercialiser, toutes les personnes qui se sont fait vacciner jusqu'à présent ont été surveillées et leurs médecins ou les hôpitaux ont dû constater les effets secondaires qui n'auraient pas été repris dans la notice initiale. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, d'autant plus lorsqu'on sait que dans d'autres pays, on a évoqué l'Israël, mais voilà, l'Angleterre l'a fait également, déjà pas mal de vaccinés, les États-Unis. Il faut savoir que du coup, on a déjà des millions de personnes qui ont été surveillées sur le moyen terme, en dehors des dizaines de milliers de patients dans les études. Il y a toute cette population finalement sur le terrain, donc cette population hors études qui est surveillée en permanence. Donc ça, pareil, c'est toujours quelque chose qui est rassurant, savoir qu'on ne se limite pas aux effets secondaires des notices initiales, on ne se limite pas aux effets secondaires des études, on continue toujours à suivre forcément un médicament ou un vaccin qui est commercialisé. Alors, il y a toujours des effets secondaires qui sont rares, donc c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement les études n'auraient pas pu les mettre en évidence étant donné que l'échantillon ne peut pas non plus être inextensible. Et donc ces effets secondaires rares, on parle d'effets de 1 sur 100 000 patients, voire plus. Mais voilà, là justement, de nouveau, le rôle de la pharmacovigilance, c'est d'étudier sur le terrain et sur des plus grosses populations le risque d'apparition de ces effets secondaires. Et donc tout ceci nous rassure quand même fortement sur la dangerosité, sur la présence des différentes réactions qu'on peut avoir au vaccin. Alors, une des choses, je vais dire, les plus graves, mais qui heureusement est extrêmement rare, mais qui existe avec n'importe quelle molécule, de nouveau que ce soit un vaccin ou un médicament, c'est le choc anaphylactique, donc l'anaphylaxie. Donc ça arrive en général dans des proportions telles que 1 pour 100 000 doses, voire 1 pour 1 million de doses. Mais le choc anaphylactique, c'est quoi? C'est le choc allergique, donc c'est-à-dire suite à l'agent allergène, le corps qui réagit et qui entraîne une vasodilatation, c'est-à-dire que tous les vaisseaux se dilatent et ça entraîne une chute de tension qui peut du coup entraîner un malaise. Ça, c'est vraiment géré, mais ça, c'est quel que soit le médicament, l'effet secondaire le plus grave, mais heureusement extrêmement rare. Alors, clairement, il faut le prendre en compte. Maintenant, il faut savoir que où vous alliez vous faire vacciner, que ce soit dans un centre de vaccination, que ce soit dans un hôpital, ou que ce soit peut-être un jour chez votre médecin traitant, et ça, quel que soit le vaccin, on a toujours à notre disposition finalement le matériel qui permet de traiter ce choc anaphylactique. Donc, on a des seringues d'adrénaline qui permettent de le traiter. Donc, même si, pas de chance, vous étiez vraiment dans la situation la plus rare, c'est quelque chose qui se traite et qui se surveille. C'est d'ailleurs pour ça que les vaccins ne se font pas au domicile par des infirmières ou ce genre de choses. Et donc, de ce côté-là, on a vraiment assez de sécurité. Alors l'anaphylaxie à quoi? L'anaphylaxie vraiment aux composants du vaccin. Donc le docteur Bekir l'a évoqué pour les vaccins ARN. On parle vraiment d'allergie aux composants purs du vaccin et pas d'allergie au sens large. Donc c'est-à-dire si vous êtes allergique aux acariens, au bouleau, aux graminées, aux poils de chien, aux noix, il n'y a vraiment aucun lien avec une allergie au vaccin contre la Covid-19. Donc de ce côté-là, il ne faut pas vous en faire, quand même peut-être éventuellement en parler à votre médecin ou en parler à la personne qui va vous vacciner. Mais au niveau de ce choc anaphylactique, on parle vraiment uniquement d'une allergie aux composants.
Alors, les autres effets secondaires, ils ont déjà été un petit peu expliqués. C'est finalement des effets secondaires assez bénins. Donc, ils surviennent en général le lendemain de la vaccination. Ils durent souvent moins de 3 jours. Effectivement, ils sont plus souvent constatés chez les personnes plus jeunes et lors de la deuxième dose. À quoi il faut s'attendre? Finalement aux effets secondaires classiques de la vaccination, c'est-à-dire localement une douleur, une rougeur, aussi de l'injection, des symptômes un petit peu plus généraux, de la fatigue, des douleurs musculaires, éventuellement des ganglions, des maux de tête, de la température, des symptômes digestifs, donc des nausées, des diarrhées, éventuellement des vomissements. Et alors tout ce qui est plutôt allergie un peu plus légère, donc c'est-à-dire éventuellement un urticaire, voilà, une éruption, des démangeaisons. Ça, c'est vraiment les effets secondaires auxquels il faut s'attendre. Alors, ce n'est pas pour autant que vous allez les avoir, mais en tout cas, c'est les effets secondaires pour lesquels il faut être vigilant. Il faut savoir qu'ils ne durent pas longtemps, ils durent maximum 3 jours. En général, c'est même plutôt 24 heures. Et pour tout ce qui est douleur, pour la température, ça répond très bien au paracétamol. Alors, les effets secondaires, je me suis pas spécialement, je pense que c'est plutôt les questions-réponses qui vont être importantes. Je ne me suis pas étendu largement sur le sujet parce que finalement, ils ne sont pas graves, ils sont connus. Je pense que pour la vaccination en général, mais également pour les effets secondaires, finalement, c'est toujours une balance, et ça en médecine, c'est quel que soit le médicament, c'est toujours une balance bénéfice-risque. Donc, je pense que c'est important de rappeler un petit peu toujours faire la différence entre les risques que l'on prend en se faisant vacciner et les bénéfices que la vaccination peut apporter. Alors, au niveau des risques, quel est le risque? On l'a évoqué. Le risque principal, c'est le choc anaphylactique, qui est extrêmement rare, qui pourra de toute façon être pris en charge, mais qui, voilà, n'est pas quelque chose de fréquent. Les autres risques, c'est les effets secondaires sur le court terme, donc c'est-à-dire les effets secondaires qu'on a évoqués, les effets secondaires bénins. Les autres risques, c'est les effets secondaires peut-être plus rares, qu'on n'a pas encore pu découvrir avec la vaccination, mais qui de toute façon sont de fréquence extrêmement minime, voire les effets secondaires sur le long terme qu'on n'aurait peut-être pas encore découverts, mais qui sont très peu probables. Ça, c'est les risques. Alors, à côté de ça, quels sont les bénéfices? Les bénéfices, c'est tous les bénéfices de la vaccination qui viennent d'être évoqués. Donc, c'est-à-dire le bénéfice personnel, éviter d'attraper le Covid-19. Donc, qui dit éviter de l'attraper, dit éviter d'en faire une forme sévère et donc peut-être d'en mourir. Le bénéfice d'éviter de le transmettre à ses proches et donc d'éviter d'être le vecteur finalement de ce virus. Et alors, le bénéfice, je reviens un petit peu à la première question, hein, mais bon, voilà, ça fait un petit peu, là, comme ça, la boucle est bouclée. Le bénéfice, d'essayer d'atteindre cette immunité collective qui est les 70% de vaccination et qui est de retrouver finalement une vie normale. Voilà, donc je pense qu'au niveau des effets secondaires, il y aura plus de questions que finalement les effets secondaires relatés. Et donc, je relaisse la parole à ma consoeur. Je vais juste me permettre peut-être d'intervenir justement sur base des questions qui sont posées là dans le chat. Donc, oui. Par rapport aux effets secondaires, donc on a parlé de probabilité minimale sur le long terme. La question de savoir le minimum c'est quoi, comment on se situe. Disons que c'est des choses qui malheureusement ne peuvent pas être numérotées. On est dans l'inconnu, ça c'est certain qu'on n'a pas de chiffres à donner. En tout cas, je pense que voilà, ma consoeur sera un petit peu de mon avis que la vaccination en général n'a jamais vraiment démontré d'effets secondaires graves sur le long terme. Maintenant, en dehors de ça, voilà, les vaccins n'ont jamais non plus 20-25 ans derrière eux avant la mise en service. Donc voilà, c'est difficile d'évoquer des chiffres. En tout cas, il faut se dire que c'est très peu probable, mais voilà. Je peux vous montrer une dia, par exemple, dans l'histoire des vaccins, pour montrer à quel point, si on reprend, je ne sais pas si vous voyez ma dia. Oui. Voilà, donc il y a aussi tout un mythe qui circule autour des effets secondaires tardifs. Donc, comme l'a dit mon confrère ici, donc 95 à 99% des effets secondaires surviennent dans les quelques semaines qui suivent. Et donc, il y a eu dans l'histoire de la vaccination, à un moment donné, des suspicions d'effets secondaires tardifs. Donc, ici, les deux premiers cas, ce ne sont même pas des effets secondaires à considérer, mais dans l'histoire de la vaccination, c'est parmi les deux plus gros incidents sur des vaccins polio, mais qui en fait avaient été mal préparés. Donc, ce qu'on appelle le Cutter incident, c'est la firme Cutter de l'époque, dans les années 50, qui s'était trompée dans la préparation des vaccins et donc qui avait mis du virus vivant au lieu de virus atténué. Donc, malheureusement, il y a eu l'inoculation de virus de la polio. C'était à une époque où il n'y avait pas de régulation et donc il y a eu
suite à ces scandales dans les années 50-60, plus de régulation. Et un des autres scandales dans la vaccination, c'était aussi l'inoculation d'un virus simien à partir de fabrication de vaccins toujours pour la polio. Mais à nouveau, c'était des techniques anciennes avec des cultures cellulaires qui n'étaient pas du tout aussi bien contrôlées que maintenant. Puis, il y a eu des suspicions et qui, au final, n'ont pas été confirmées. Donc, on a suspecté à un moment donné le vaccin contre la grippe porcine et le syndrome de Guillain-Barré. Il y a eu plein d'études par la suite qui ont tout à fait infirmé cette supposition-là. On a parlé de la sclérose en plaques et de l'hépatite B. De nouveau, plein d'études dans le décours tout à fait indépendantes et à travers le monde. C'est vraiment à la fois aux États-Unis, à la fois en Europe, où au final, il n'y a pas eu de lien démontré. Et même chose pour le vaccin contre le méningocoque et le syndrome de Guillain-Barré. Et donc, le seul réel problème qu'il y a eu et qui a nécessité un retrait du marché du vaccin, c'était le Rotashilde, un des vaccins contre le rotavirus, où là, très rapidement après la mise sur le marché dans les fin des années 90, on s'est rendu compte qu'il y avait des invaginations intestinales plus fréquentes chez les bébés, chez les petits-enfants. Et donc là, oui, en effet, le vaccin a dès lors été retiré du marché, mais c'est survenu très rapidement. Donc, ce n'est pas X années plus tard. Et puis, il reste un doute sur le vaccin H1N1, donc le Pandemrix, et des cas de narcolepsie qui ont été décrits dans les 10 semaines, donc 3 mois, moins de 3 mois après le vaccin, dans des pays nordiques tels que la Finlande et la Suède. Donc, eux ont tiré un peu la sonnette d'alarme. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'en gros, ce sont les seuls pays, donc ce sont les pays scandinaves qui ont décrit cela. Ça n'a pas été décrit aux États-Unis, ça n'a pas été décrit dans d'autres pays. Et donc, si vous regardez dans les publications scientifiques, les États-Unis, eux, disent, pour nous, il n'y a pas de lien. Moi, je l'ai quand même mis en grisé parce qu'au niveau de l'Europe, on estime qu'il y a quand même peut-être un lien et on se demande s'il n'y aurait pas un facteur génétique vu que ça n'a pas été décrit dans les autres endroits du monde. Mais à nouveau, c'est survenu dans les 10 semaines. Donc, ça montre que cette suspicion, c'est vraiment ce mythe, je n'ai pas d'autres mots qui circulent avec on ne sait pas dans 5 ans, dans 10 ans, mais en fait, il n'y a pas d'effet secondaire tardif dans les 5-10 ans qui est décrit après la vaccination. Voilà, donc ça c'était pour un peu reparler de ça. Merci. Donc, dans les questions, il y avait aussi la question forcément de l'effet secondaire le plus important qui entraînerait évidemment un décès. C'est vrai qu'on a eu quelques informations parfois qui circulaient là-dessus, pas toujours très, très précises. Donc, voilà, est-ce que vous avez des informations sur des décès survenus à la suite de la vaccination? Alors, il faut savoir juste qu'il faut bien distinguer la temporalité avec une causalité. Donc, tous les jours, des gens meurent. Il y a des statistiques à ce niveau-là, en fonction de l'âge, en fonction des pathologies, que ce soit dans les homes, pas dans les homes, enfin voilà. Donc il y a des statistiques partout sur le nombre de décès, mais également sur le nombre de maladies qui peuvent survenir, donc le nombre de maladies auto-immunes, etc. Et donc bien sûr qu'il y a eu des décès qui sont survenus après vaccination, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de causalité établie entre les décès et les vaccins. Et donc, c'est un peu, quelque part, de nouveau, je ne vais pas dire la faute aux médias, mais quand il y a eu quelques décès qui sont survenus dans certaines maisons de repos chez des personnes très âgées qui étaient déjà malades, je crois que c'était même en Norvège, je ne suis plus sûre maintenant, ça a fait tout un branle-bas de combat et on a juste oublié de préciser que d'un point de vue statistique par rapport aux moyennes habituelles nationales et hebdomadaires, j'ai envie de dire, on ne sortait pas de ce range-là et c'est ce qu'on constate encore à l'heure actuelle en Belgique. Donc, si vous allez sur le site de la FMPS belge, vous verrez que chaque semaine, il y a un rapport sur le nombre d'effets secondaires qui ont été rapportés, leur gravité, le nombre de décès. Et à nouveau, pour l'instant, parmi tous les décès qui sont déclarés, il n'y a aucun point commun, c'est-à-dire que c'est des âges... la plupart du temps des personnes âgées, les délais sont tout à fait différents et donc bref, ça rentre dans un range normal. Et je vais terminer là-dessus, on est à plus de 60 millions de doses qui sont administrées. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc s'il y avait vraiment eu quelque part un effet exceptionnel, vu le nombre de doses administrées, on l'aurait vu.
Et pour l'instant, vraiment, tout se passe bien et je touche du bois pour que ça continue comme ça. Merci. Dans la conversation justement écrite, on avait une question par rapport à la présence d'aluminium dans le vaccin. Donc, vous avez bien précisé qu'effectivement, pas d'adjuvant et donc pas d'aluminium. Donc, ça, je le dis pour ceux qui nous suivent sans avoir forcément le chat. Et alors, on a une question... Petite parenthèse, on diabolise beaucoup l'aluminium, mais en soi, l'aluminium est un des adjuvants les plus utilisés aussi dans le monde. Et il n'y a pas lieu non plus de s'inquiéter. Mais bon, s'il y en a qui s'inquiètent par rapport à ça, il n'y en a pas dans ces vaccins-là. Merci. Alors, une question aussi, une personne ayant souffert du purpura court-elle un risque avec la vaccination Covid? Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de contre-indication au vaccin, si ce n'est donc un antécédent prouvé, avéré ou très suspect d'allergie à l'un des composés, donc en particulier le PEG. Et donc, le fait d'avoir fait par le passé une maladie auto-immune ou d'être immunodéprimé, ça ne constitue pas une contre-indication. On se demande juste, on a juste un peu plus peur, entre guillemets, que le vaccin soit un petit peu moins efficace chez les personnes immunodéprimées, parce qu'en général, c'est ce qui se produit avec les autres vaccins, d'où la question de réserver éventuellement les vaccins les plus efficaces pour les personnes immunodéprimées. Mais donc ça, c'est une décision qui doit être prise aussi au niveau du Conseil supérieur de la santé. Et donc, si on a une maladie auto-immune, à partir du moment où on n'est pas en phase où la maladie auto-immune est régulée, on peut tout à fait faire le vaccin. Merci. Je vois qu'il y avait encore une question peut-être par rapport à un site ou un lien que vous pourriez donner. On demande pour voir un petit peu les chiffres liés à la mortalité. Mais donc ça, il faut aller sur le site de donc, la FMPS, l'Agence fédérale pour les médicaments, et vous mettez pharmacovigilance à FMPS et vous avez toutes les informations. Vous allez aussi sur le site des États-Unis. En fait, tout est assez transparent. Donc, les États-Unis font aussi des rapports réguliers sur les effets secondaires qui sont déclarés, en fait, quasi tous les pays. Et puis, c'est une obligation, hein, ceci dit, c'est une obligation légale lorsque, que ce soit un vaccin ou un médicament, est mis sur le marché. La phase 4, c'est donc la surveillance de tous les effets secondaires. Alors, par rapport à la femme enceinte, donc, à nouveau, le Conseil supérieur de la santé a émis un avis qui est, comme les États-Unis, mais un peu différent de la France, à nouveau. Donc, pour les femmes enceintes qui sont exposées, par exemple les soignantes, ou pour celles qui ont des facteurs de risque, donc qui sont ou diabétiques ou hypertendues, la vaccination est conseillée en estimant que le bénéfice de la vaccination est plus important que si la femme enceinte développe la maladie. Les Français, eux, sont très prudents pour le coup, c'est-à-dire qu'eux ne recommandent pas. Les États-Unis, eux, recommandent à toute femme enceinte, donc indépendamment du risque auquel elles sont exposées. Par rapport à la femme allaitante, là, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de contre-indication du tout à l'allaitement parce qu'à nouveau, l'ARN va aller dans les muscles et puis on va produire la protéine et toute l'immunité, mais l'ARN ne va pas circuler au niveau du lait maternel. C'est les anticorps et c'est tout. Et pour les femmes en âge de procréer, donc il n'y a pas de contre-indication non plus. Il y a des rumeurs qui circulent aussi sur Internet en disant que la protéine S ressemble à une protéine impliquée dans la fertilité et que donc le vaccin pourrait rendre stérile. C'est totalement faux. Et c'est une question qui revient fréquemment, même à l'hôpital. Chez nous, c'est une des questions auxquelles je réponds le plus fréquemment. Je pense que si vous avez encore des questions, je regarde dans le chat, je pense qu'on a répondu à toutes celles qu'on avait reçues. Ça peut être le moment. Il y a le docteur Constant qui demande à intervenir. Christine, on t'écoute. Tu as ton micro coupé, Christine.
Je ne sais pas, on n'entend pas le docteur Constant. Je vois sa main levée, mais je ne l'entends pas. Est-ce qu'éventuellement d'autres souhaitaient intervenir ou reposer une question avant qu'on puisse conclure? Peut-être que le docteur Constant, si elle a quelque chose, peut l'écrire dans le chat parce que là, on ne l'entend pas. Il y avait une question, je pense, au début sur peut-on choisir son vaccin? Il me semble que j'avais vu passer ça. Juste, oui, oui. Donc, pour l'instant, a priori, on ne peut pas choisir son vaccin. Donc, ce qui est recommandé, c'est que les personnes de plus de 55 ans aient le vaccin ARN messager et que les personnes de moins de 55 aient le vaccin AstraZeneca, parce qu'il y a moins de données pour les plus de 55 ans dans le vaccin, avec le vaccin Astra. Maintenant, de nouveau, tout change tout le temps. Donc, si ça tombe, ça changera la semaine prochaine, dans 15 jours, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'il y a des vaccins qui sont déconseillés en cas de greffe rénale? Non. Que du contraire, on a surtout constaté lors de la deuxième vague que les personnes greffées étaient vraiment, en tout cas chez nous à Saint-Luc, on a eu plus de cas très sévères parmi les personnes greffées rénales par rapport à la première vague. Donc, les greffeurs, j'ai envie de dire, n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir vacciner leurs patients. Et donc, il se pourrait justement que pour ce type de personnes fortement immunodéprimées, que le Conseil supérieur de la santé, au final, décide que les vaccins ARN messagers leur soient réservés. Oui, le docteur Constant a envoyé sa question là, du coup. Pour une personne soignante qui a un désir de grossesse, elle peut quand même faire la première dose. Alors, mais de nouveau, il n'y a a priori pas de réelle contre-indication à faire même la deuxième dose lorsqu'on est enceinte. Donc, le problème de ne faire qu'une dose si on n'a jamais développé le Covid, c'est qu'on sait qu'à partir de plus ou moins 10-12 jours, on arrive quand même à un taux d'efficacité qui est pas mal. Hein, et puis, au-delà de 14 jours, on monte à plus de 90% d'efficacité. Mais on n'a aucune idée sur la durée de la protection. Donc, or, les femmes enceintes sont aussi à risque de faire des formes sévères. Donc, c'est vraiment une discussion. On a quand même un recul minime, mais qui est quand même présent. Il faut le souligner. Aux États-Unis, ils viennent de sortir il n'y a pas longtemps un rapport en disant qu'il y avait plus de 10 000 femmes enceintes à l'heure actuelle qui avaient déjà été vaccinées aux États-Unis. Vu que je vous dis, là-bas, ils le recommandent. Et pour l'instant, de nouveau, il n'y a pas de warning particulier. Merci. Oui, pour les pathologies, ça c'est aussi au niveau, il faut aller sur le site, il faut taper sur Google Conseil supérieur de la santé, les critères de vaccination, et donc là toutes les pathologies, les facteurs de risque sont repris. Voilà, j'attends pour voir s'il y a encore quelque chose qui entre. En tous les cas, un tout grand merci, Dr Belkir et le Dr Delannoy également pour vos précisions. Et c'était vraiment très intéressant et très clair en tout cas sur voilà, toutes ces questions liées à la vaccination et les zones qui pouvaient encore être des zones d'ombre en tout cas pour certains d'entre nous. Donc merci beaucoup. Juste peut-être dire à chacun qu'il y a un site que la région wallonne a mis en ligne qui s'appelle jemevaccine.be et qui permet aussi d'avoir toute une série d'informations sur l'organisation de la vaccination, où trouver aussi les centres, qu'ils soient majeurs, de proximité ou les différentes antennes. Et que voilà, aux dernières nouvelles, en tout cas, nous, au niveau de l'administration communale, l'information reçue est que les citoyens vont être convoqués dans les 15 jours avant leur première dose avec une proposition de rendez-vous. Ce serait une convocation par courrier postal et que par la suite, donc, leur seront proposées date et heure de rendez-vous qui pourront évidemment modifier. Mais donc, voilà, au niveau organisation, pour le moment, c'est en tout cas les dernières informations, mais qui datent d'hier.
Donc voilà, je lis aussi que la bourgmestre qui nous a suivis, voilà, vous remercie pour la qualité des exposés, tout comme d'autres intervenants d'ailleurs. C'était effectivement très intéressant. Un tout grand merci. Merci à chacun des participants également pour votre présence. Et je pense que l'intérêt maintenant, c'est aussi qu'on diffuse ces informations autour de nous pour s'assurer qu'un maximum de personnes puissent se faire vacciner. Voilà. Merci encore, docteur. De rien, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.